absolument décisif, c'est-à-dire que, alors j'ai oublié de le dire, quand on dit prédiction, on dit calcul probabiliste. Et quand on dit probabiliste, et dans nos têtes, comme la machine anthropomorphe, dans nos têtes, on a des raisonnements causalistes qui sont un peu mécaniques. C'est-à-dire qu'on pense que si A et B, ben, alors c'est. Non, si A et B, 53% de chance que c'est. Donc c'est mieux que le hasard, mais c'est quand même très incertain, 53%. Et c'est la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et on a parlé de RTB tout à l'heure, donc cette publicité qui utilise votre cookie de navigation pour le mettre aux enchères. Bon, je ne fais pas le sondage dans la salle, mais qui trouve que vous êtes bien personnalisé par la publicité? Non, c'est extrêmement trivial, c'est pas très original. La plupart du temps, ça vous scotche sur toujours le même site parce que ça a repéré que vous y avez été une fois, puis pendant un mois, vous renvoyez le même site qui revient. Donc, l'intelligence artificielle, bon, c'est juste un système statistique qui va profiter de régularité pour faire une prédiction. Et effectivement, dans le machine learning, le modèle que j'ai expliqué tout à l'heure avec mes 10 000 chats, moi j'avais 10 000 chats pour apprendre le modèle. Hein. Si vous avez, ce qui est le cas pour le Pakistan, il y a un article assez effrayant sur le sujet, si vous faites un modèle avec 5 terroristes que vous connaissez sur les je ne sais plus combien de millions d'abonnés du téléphone et de l'Internet pakistanais, ben, vous êtes sûr que votre modèle, c'est même statistiquement totalement impossible. Hein. Et donc, la plupart du temps, on fait des modèles de patterns de comportement qui créent nécessairement cet écart probabiliste dans lequel il y a beaucoup de faux positifs et on risque de passer beaucoup de temps à surveiller des gens qui ne devraient pas être surveillés, mais aussi beaucoup de faux négatifs, c'est-à-dire vous avez tous ceux qui n'ont pas le pattern de comportement des autres personnes qu'on recherche mais qui sont bien dans la base de données que vous ne trouvez pas. Donc il y a pour la surveillance policière a déclaré l'INRIA, et l'INRIA, c'est rare qu'elle fasse des communiqués. La direction de l'INRIA, au moment de la loi sur le renseignement, n'a pas fait un communiqué pour expliquer ce que vous venez de dire sur les faux positifs et les négatifs. Hein, que ce n'était pas la peine de mettre des algorithmes dans le réseau téléphonique pour les détecter, il valait mieux augmenter une surveillance par proximité. Hein, on en connaît un, et puis on garde tous les réseaux de contamination, etc. Mais ça n'a pas convaincu les députés. Alors, le thème démocratique, moi, je ne vais peut-être pas me lancer là-dedans, parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Moi je milite beaucoup pour qu'on ait une éducation assez technique. C'est-à-dire ma première idée, c'est qu'il ne faut pas laisser ces boîtes se refermer sur nous sans qu'on les comprenne, en raison de cette chose qui nous semble si confortable et agréable que Apple nous a vendue, c'est que c'est simple, c'est immédiat, c'est tactile, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, on veut une expérience qui soit sans heurts et que du coup on pourrait ne pas ouvrir le capot. Alors ça ne veut pas dire faire des statistiques, hein, mais ça veut dire avoir une interrogation constante sur la manière dont on est calculé et sur le type de représentation que ce calcul offre. Hein, ça me semble important. Et puis, moi, je pense beaucoup qu'il faut. Alors, c'est un thème très à la mode. Enfin, très à la mode. C'est un thème qui monte actuellement. C'est un peu nouveau, hein, et en même temps, du coup, les choses ne sont pas mises en place. Mais il faut une société civile active sur ces questions. Il faut des organisations de la société civile qui soient vigilantes sur ces questions. Et moi, je pense qu'il faut auditer les algorithmes. Hein. Donc, c'est un travail qu'il faut confier aux chercheurs, aux hackers, à une partie de la société civile pour vérifier. Alors, le terme qui est très précis sur ces questions, ce n'est pas la neutralité de l'algorithme, hein, parce qu'il n'y a pas de question de neutralité, mais leur loyauté. Hein. Et par loyauté, on entend que ce qu'ils nous annoncent, le type de choses qu'ils nous annoncent comme étant ce qu'ils font, soit bien ce qu'ils font réellement. Et ça, on a des soupçons à faire Volkswagen. Est-ce que Google, qui dit c'est l'autorité qui classe, mais est-ce qu'il ne privilégie pas ses propres services? Est-ce que Amazon, qui dit je vous recommande les livres qui ont été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que vous, ce qui est un truc qui marche toujours, n'est pas en train de fourguer des caisses de livres qui n'ont pas du tout été lus par les gens qui ont lu les mêmes livres que vous, mais pour lesquels Amazon a envie de les mettre? Est-ce que Uber n'ajoute pas des taxis sur les cartes pour vous faire croire qu'il y a des taxis Uber Pop à proximité pour vous donner le sentiment que le service est immédiat et rapide? Bon, ça c'est des exemples de soupçons qui sont audités actuellement par des techniques informatiques. On met des machines virtuelles, on fait plein de requêtes, puis on regarde un peu ce qui sort, on essaie de comparer. C'est un enjeu naissant. Et derrière votre question, mais là je suis trop long, il y a des enjeux de discrimination aussi. Hein, parce qu'il y a faux positif, faux négatif, là c'est énorme. Hein, mais évidemment ça peut avoir des conséquences dramatiques. Si on automatise l'envoi de drones sur une prédiction statistique probabiliste, bon, mais... oui, mais du coup, parce que vous parlez d'éducation,
ce qui nécessite la bonne volonté de ces différents acteurs que vous avez cités, pour qu'on puisse entrer dans ce qui se passe au sein des boîtes noires et savoir ce qu'ils font, leur loyauté, comment l'acquérir. Est-ce que c'est pas, vous parlez de société civile, mais c'est les hackers aujourd'hui qui nous dévoilent les dysfonctionnements, les truandages, la malhonnêteté d'un certain nombre de sites. C'est-à-dire qu'il faut tous devenir hackers. Alors. Non, 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 moi je crois pas. Mais je pense on est tous des bricoleurs. Des petits bricoleurs, mais ça peut être des résistances extrêmement tactiques, extrêmement douces. Alors évidemment, moi je vous ai cité là des cas de ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on fait tourner le système pour essayer d'imaginer ce qu'il y a dedans et on fait sa rétro-ingénierie. Mais et ça dans le monde numérique, et je pense que c'est très lié à des effets d'apprentissage. On l'a vu sur les réseaux sociaux. En 2005, c'était les jeunes sont naïfs, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Ils ont appris très vite comment il fallait se comporter. Et là, on est un peu dans une situation un peu de sidération, c'est-à-dire que ça nous tombe dessus et puis on n'y connaît rien, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, mais on va très vite développer des tactiques. Et quand on regarde l'histoire des usages du monde numérique, on voit que les tactiques se développent très vite. 40% en France des internautes ont mis AdBlock parce qu'ils pensent que la publicité les pollue. C'est une résistance tactique. C'est une toute petite résistance. C'est les formes. C'est évidemment une résistance du faible au fort. Mais la somme de ces résistances, maintenant, inquiète considérablement le marché publicitaire, qui est très ennuyé par... alors, ils cachaient les chiffres, mais maintenant, ils sont obligés de les montrer. Sylvie Joseph.